Bonjour! Aujourd'hui, on vous propose 30 minutes de dialogue en français de niveau C2 pour améliorer votre compréhension orale. Oui, alors, ce que je vous conseille, c'est que vous l'écoutez une première fois sans la transcription. Et après, on vous laisse un lien où vous trouverez le fichier PDF avec toute la transcription. Vous pouvez vous le télécharger. Vous pouvez aussi télécharger le fichier audio. Dans la description ou bien sur une fiche, vous trouverez ça. Si vous trouvez que ça a été utile pour vous, laissez-nous un petit like, abonnez-vous sur notre chaîne et activez la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on sort une vidéo. Allez, on commence. Salut Laurent, ça va? Non, je suis dans la mouise. Le chef m'a demandé un article pour demain et j'ai toujours pas commencé. Ah, ça va, t'as encore le temps. Ben non, je dois lui envoyer à 15 h, dernier carat. Ça va, il est pas encore midi, t'es large. T'as écrit combien de mots déjà? Zéro, nada, rien du tout. C'est bien ça le problème, je sèche complètement. J'ai absolument aucune inspiration. Ah, l'angoisse de la page blanche. Exactement, c'est la première fois que ça m'arrive, je comprends pas. Bon, attends, je vais te donner un petit coup de main. C'est quoi ton thème? Bah justement, le patron m'a laissé carte blanche. C'est pour la rubrique environnement. Faut que je ponde 2000 mots environ. 2000 mots? Ah ouais, en effet, t'es pas sorti de l'auberge. Mais comment ça se fait qu'il t'ait prévenu si tard? Apparemment, il y a eu un souci avec Mathilde. C'est elle qui était chargée de l'article et elle lui a fait faux bond à la dernière minute. Il a pas voulu m'en dire plus, mais à mon avis, on n'est pas près de la revoir celle-là. Il était furax. Ouais, ça m'étonne pas. J'ai toujours trouvé que cette fille était pas très nette. Rien qu'avec sa dégaine, on voit de suite qu'il y a quelque chose qui cloche et... Ouais, bah écoute, je m'en fous un peu de Mathilde. Pour l'instant, moi, mon problème, c'est cet article de mes deux. T'as qu'à faire un truc sur le réchauffement climatique. Avec la canicule qu'il fait en ce moment, t'as de quoi écrire un bon papier. Ah non, merci, et je veux pas faire un truc bateau non plus. J'ai une réputation à tenir. Ah, excuse-moi, j'avais oublié que monsieur visait le prix Pulitzer. C'est pas ça, mais si le chef m'a demandé à moi, c'est qu'il attend quand même quelque chose d'un peu décalé. D'ailleurs, les articles de Mathilde étaient pas mal dans le genre. La semaine dernière, son truc sur les applis vertes a fait un carton. Ouais, et du coup, le succès lui est monté à la tête. Je te parie qu'elle a demandé une augmentation, qu'elle a fait du chantage ou un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas d'elle. Bon, au lieu de faire ta langue de vipère, tu voudrais pas m'aider? Volontiers, mais monsieur trouve mes idées trop vulgaires. Arrête, j'ai pas dit ça. C'est juste qu'il me faut un sujet percutant, original, pas un énième papier sur le réchauffement climatique. C'est bon, on a compris qu'il faisait chaud. Attention, tu vas virer climato-sceptique. Tu parles. Je suis surtout stressé. Bon, j'ai peut-être une idée. J'ai lu un truc très sympa ce matin dans le courrier de Camargue. Ouais? Ouais. Bah vas-y, accouche. Je sais pas si tu le mérites. Allez, arrête de me faire tourner en bourrique. Non, mais ça va peut-être pas te plaire. Allez, je te dis. Bon, c'était un article sur deux types qui ont inventé une borne anti-moustique révolutionnaire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? C'est quoi cette histoire? Ben, c'est juste quelque chose de super écologique et d'hyper innovant. Un plein dans ton sujet, quoi. En plus, c'est du Made in France. Le genre de truc qui plaît bien au lecteur. Ah ouais? Bon, attends, je vais regarder. Borne anti-moustique. Ah voilà. Bon, voyons ce que ça dit. Deux jeunes arlésiens ont inventé un piège efficace qui tue près de 90% des moustiques dans un rayon de 60 mètres sans le moindre insecticide connecté. Ces bornes collectent également des données pour mieux lutter contre l'invasion du moustique tigre, vecteur de maladies infectieuses. Mais c'est génial ça! Qu'est-ce que je te disais? Ah ouais, le seul problème c'est qu'on n'est pas les premiers sur le coup. Il y a déjà pas mal d'articles sur le sujet, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est surtout dans la presse régionale. Au niveau national, je crois que personne n'a encore repris l'info. Exact. En plus, je vais tourner ça comme il faut. Deux copains d'enfance dans la Camargue, infestés de moustiques. Soudain, ils ont une idée de génie. Une idée qui va faire le tour du monde. La fin des piqûres de moustiques et des nuits agitées. Le triomphe de l'innovation à la française. Oh là là, ça va faire un storytelling de ouf. Ouais, bah t'emballes pas non plus, hein. Non mais si, ça y est, l'inspiration revient. Merci du tuyau. Allez, laisse-moi bosser maintenant. Ouais, de rien. T'auras intérêt à me remercier quand tu recevras ton Pulitzer. T'inquiète, j'y veillerai. Bonjour, monsieur Constant. Bonjour madame. Comment
allez-vous? Vos recherches d'emploi avancent? Vous avez de nouvelles pistes? Eh bien, rien de nouveau par rapport à la dernière fois. Je crois que le secteur de la traduction est bel et bien bouché. Et vous avez été voir du côté des ONG, comme je vous l'avais suggéré lors de notre dernier entretien? Oui, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Et pour des salaires de misère. Ah si, j'ai fait une traduction pour une association qui s'occupe des migrants. Ça m'a pris 4 heures. Ils m'en ont payé une, au SMIC, et encore, quand je dis payer, j'attends toujours le virement sur mon compte. Oui, je vous avais prévenu. C'est un secteur difficile d'accès, surtout quand on n'a ni l'expérience ni les diplômes requis. Ben justement, en parlant de diplôme, j'ai une nouvelle idée. Une formation qui vous coûterait pas bien cher. Et cette fois, ce serait la bonne, je vous le promets. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête encore? Écoutez, depuis l'enfance, je dévore des livres, des BD, des classiques, des essais, des romans. J'ai toujours adoré les bouquins. Du coup, je me suis dit que bibliothécaire, ce serait le métier parfait pour moi. C'est tellement évident que je me demande comment je n'y ai pas pensé plus tôt. Écoutez, monsieur Constant, je vais jouer franc jeu avec vous. Ce genre de discours, vous me l'avez déjà servi plusieurs fois. Il y a 3 ans quand vous avez voulu devenir codeur. Il y a 2 ans quand vous avez suivi une formation de tailleur de pierre. Il y a 6 mois quand vous m'avez annoncé que vous alliez profiter de vos notions d'italien pour devenir interprète. Il faut être raisonnable à un moment. Non, mais je vous assure que cette fois, c'est la bonne. Je vous dis que j'ai la vocation. Depuis l'enfance. Dumas, Balzac, Camus, j'ai tout lu. Mais il ne suffit pas d'être un grand lecteur pour être bibliothécaire. C'est un vrai métier qui fait appel à différentes compétences. Gestion des stocks, relations avec le public, organisation d'événements, maîtrise d'éthique. Je sais tout ça, Madame Champlain, ne vous inquiétez pas. Je me suis déjà bien renseigné. En plus, c'est un secteur qui recrute. Toutes les semaines en France, on ouvre une nouvelle médiathèque. Et puis, c'est un concours national. C'est l'égalité républicaine. Les meilleurs sont retenus et c'est tout. Je risque pas d'être victime d'injustice ou de discrimination, comme sur les chantiers. Je ne suis pas certaine, monsieur Constant. L'obtention du concours vous donne seulement l'autorisation de postuler auprès des collectivités territoriales, il me semble. Oui, peut-être, mais enfin, vous m'avez compris. Si je réussis le concours, mes chances de décrocher un job seront quand même très fortes. Et pour réussir le concours, j'ai juste besoin d'un petit coup de pouce de Pôle emploi pour payer les cours de préparation. J'admire votre enthousiasme et votre optimisme, mais vous savez, Pôle emploi n'a pas vocation à financer toutes vos lubies. Nous avons déjà été très généreux avec vous. Nous ne pouvons pas vous payer une formation tous les 6 mois. Mais celle-ci coûte 3 fois rien. Tout est en ligne, le matériel est sur une plateforme. Les contacts avec les professeurs se font par email, du coup ça limite les frais. Et puis c'est dans votre intérêt, car si je réussis le concours, il y aura un chômeur de moins sur vos listes. Si seulement... Enfin, de toute façon, vous connaissez la procédure. Vous devez faire une demande en bonne et due forme via le formulaire électronique sur notre site. Mais bon, ne vous faites pas trop d'illusions, monsieur Constant. Vu vos antécédents, il y a peu de chances que votre requête aboutisse. On peut toujours rêver. Oui, c'est vrai, ça ne coûte rien. Eh ben voilà. Allons-y pour la requête. Waouh, t'as vu le match hier? Phénoménal! Tu parles de Nadal? Bien sûr que je parle de Nadal. 14e titre à Roland-Garros, 22e victoire dans un tournoi du Grand Chelem. C'est le meilleur de tous les temps, c'est clair et net maintenant. Ouais, merci les picouses et la dope, hein? N'importe quoi. Tu dis ça parce que t'es frustré, parce que t'as toujours préféré Federer, l'élégant, l'esthète, le toucher soyeux. Oui, c'est ça. C'est surtout que j'ai jamais pu piffrer ce bourrin de Nadal. Mais alors là, ça dépasse l'entendement. Le gars, il avoue tranquille en conférence de presse qu'il est chargé comme une mule et tout le monde l'applaudit. On nage en plein délire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que tout le monde sait, voyons, que ton Nadal, il a joué sous infiltration pendant toute la quinzaine. Même lui, quand on lui a demandé combien il avait reçu de piqûres, il en a rigolé. Le gars, il boite, il a un genou en compote et il fout un 3-7-0 en finale de Roland, tranquillou. Ben, à ce que je sache, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Il a pris que des choses autorisées. Mais c'est bien ça le problème. C'est pas parce que c'est légal que c'est légitime. Je dis pas que Nadal est nul, bien au contraire. Avec la carrière qu'il a derrière lui, c'est sûr qu'il n'est pas manchot. Mais bon, si tu lui enlèves ses docteurs, eh bien, ses tournois du Grand Chelem, tu peux lui en enlever, je sais pas, la moitié au moins.
Et hier, par exemple, vu l'état dans lequel il était, il aurait tout simplement pas pu jouer sans l'aide du toubib. Ouais, mais bon, c'est normal de se faire soigner quand tu es blessé, non? C'est pas parce que tu es sportif professionnel que tu n'as pas le droit de prendre des médicaments et de soulager tes douleurs. Ouais, mais il y a soulager, soulager. Il y a des limites quand même. Si t'es vraiment blessé, tu t'arrêtes de jouer, point à la ligne. Tu vas te soigner, tu reviens quand t'es guéri. Et c'est pas plus compliqué. Je peux te dire que les cyclistes, ils l'ont mauvaise parce que on les traite pas comme Nadal, hein. Dans le vélo, les infiltrations pendant la compétition, c'est complètement interdit. C'est considéré comme du dopage. Et c'est bien normal. Bah écoute, c'est pas Nadal qui a écrit les règlements non plus. Oui, je sais, mais ce 2 poids 2 mesures, ça m'agace vraiment. Je te jure, Nadal, au fond, j'ai rien contre lui. C'est vrai qu'il m'a toujours énervé avec ses tics et tout, mais enfin, je reconnais quand même que c'est un grand champion. Le problème, c'est le système qui lui permet de faire ça. À la limite, Nadal, je le plains même. Il est en train de bousiller sa santé pour ajouter une ou deux breloques à son palmarès. C'est triste quand même. Qu'est-ce que tu veux, c'est un vrai passionné. Le tennis, c'est sa vie. Et vu son niveau actuel, il aurait tort de décrocher. Comme tu dis, même sur une jambe, il reste intouchable sur terre battue. Si le règlement lui permet de jouer comme ça, il a bien raison d'en profiter. Ouais, on verra. On en reparle dans quelques années. De toute façon, tu l'as bien dit, hein, terre battue, c'est que ça qu'il sait faire, hein, parce que sur les autres surfaces, c'est pas terrible. Hein. En tout cas, toi, t'es toujours aussi rabat-joie, même sans infiltration. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi aussi, je suis un passionné. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Bienvenue dans Grain de sel, l'émission qui fait débat. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème qui devrait faire monter la température de quelques degrés dans le studio, un thème qui divise et qui fait couler beaucoup d'encre, le développement personnel. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Jean Bourvil, vous êtes philosophe, auteur d'un petit livre corrosif, Le développement personnel, l'arnaque du siècle, aux éditions Plomb. Marie-Edwige Magazin, vous êtes coach de vie et vous avez écrit un guide de développement personnel qui est devenu un véritable best-seller, Le bonheur à portée de la main. Alors Madame Magazin, comment expliquer un tel succès? Je crois que les gens ont envie d'être heureux, tout simplement, de croquer la vie à pleines dents. Mes conseils et ceux de mes collègues les aident à se réaliser, à concrétiser leurs projets, leurs envies. Et quelle est la recette du bonheur selon vous? Est-ce que c'est si facile que cela d'être heureux? Alors, il n'y a pas une seule recette, tout dépend aussi de chacun, de sa personnalité, de son caractère. C'est à chaque personne vraiment de trouver sa voie. Oui, mais dans votre ouvrage, vous donnez bien des trucs, des astuces pour y parvenir. Oui, bien sûr. Je propose des pistes, des remèdes. Ça passe d'abord par une redéfinition de nos priorités. Il s'agit pour chacun de voir ce qui est le plus important pour lui, de comprendre ce qui le rend heureux, malheureux, et d'agir en connaissance de cause. Ça peut passer aussi par des exercices de relaxation, de maîtrise de soi, de maîtrise de son corps. Ça passe aussi par la confiance en soi, la compréhension des autres, le lâcher-prise. Jean Bourvil, je vous vois sourire. Pourquoi? Parce que c'est de la poudre aux yeux tout ça. Vous excuserez ma franchise, Madame Magazin, mais pour moi, tout ce discours sonne extrêmement creux. On nous ressort des lieux communs vieux comme le monde. Et on nous fait croire que c'est révolutionnaire. Mais il n'y a rien de plus banal qu'un livre de développement personnel. C'est simple. Quand vous en avez lu un, vous les avez tous lus. Vous avez lu le livre de Madame Magazin? Non, je vous dis, c'est pas la peine. Avant même de l'ouvrir, je sais déjà ce que je vais trouver dedans. Quel mépris! Non, mais ce n'est rien de personnel. Ne le prenez pas pour vous. Je ne doute pas que vous soyez de bonne foi. Je dis juste que le développement personnel en soi est une arnaque, une escroquerie. Alors, en quoi est-ce une arnaque? Est-ce que vous pourriez un peu développer, Monsieur Bourvil? Eh oui, bien sûr. En fait, le développement personnel s'appuie sur une seule chose. Le moi, l'ego, le culte de l'individu. Il renforce les pulsions narcissiques des gens. À l'ère des selfies, il dit à tout un chacun, tu es le maître de ta propre vie, le bonheur dépend de toi et de toi seul. C'est de la fiction, bien évidemment. Ces théories fallacieuses font complètement l'impasse sur les autres, sur la complexité des relations sociales, sur le rapport à l'autre. Elles confortent des gens dans leur petit culte personnel et les enferment sur eux-mêmes au lieu de les ouvrir sur le monde. Je trouve cette approche extrêmement malsaine. Marie-Edwige Magazin. Comment réagissez-vous à ces critiques? C'est tellement absurde que je ne sais pas par où commencer.
Monsieur Bourvil n'a pas lu mon livre, c'est une certitude. Sinon, il ne débiterait pas autant de sottises à la fois. Et après, vous allez dire que c'est moi qui suis méprise. Non mais écoutez, il n'y a pas besoin d'être un grand psychologue pour voir qu'il y a derrière les propos de Monsieur Bourvil beaucoup de jalousie et de ressentiment. Pendant des siècles, les philosophes ont cherché le bonheur sans parvenir à le trouver. Alors forcément, maintenant qu'ils ont de la concurrence, qu'il y a des gens qui ont trouvé des choses plus efficaces, ils sont bien embêtés. Ils tiennent à leur fonds de commerce au fond, et c'est bien normal. Et c'est pour cela qu'ils essaient de surfer sur notre succès en nous dénigrant. Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'on fait ça par intérêt, c'est ça? Et je vous rappelle que mon livre coûte 9,99 € seulement, alors que le vôtre est à plus de 20 €. Oui, mais le mien a 2 fois plus de pages que le vôtre. Et il n'a pas été écrit avec les pieds. Bon, écoutez, je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet. Je vous propose de faire une petite pause musicale et de revenir ensuite avec les questions de nos auditrices et de nos auditeurs. Merci. Coucou, mon grand, ça va? Je te dérange? Non, T'es en train de réviser? non, Tu fais quoi? rien. Bah si, t'es bien en train de faire quelque chose. Ne me prends pas pour une imbécile. Non, mais c'est rien, je te dis, je fais un mème. Un mème? C'est quoi ça? C'est un truc sur internet, tu peux pas comprendre. Tu penses que je suis trop bête pour comprendre, c'est ça? Non, mais c'est pas de ta génération, c'est tout. Ah bah encore mieux. Donc je suis trop vieille, c'est ce que tu insinues? Mais non, maman, c'est pas intéressant pour toi. Alors tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais figure-toi que moi aussi j'utilise Internet. Je suis peut-être née à l'âge des cavernes, mais je sais me servir d'un clavier et d'une souris. J'ai même un compte Instagram. Ah ouais? T'es sur Insta, toi? Et oui, ça t'épate, hein? La vieille est branchée. J'ai beau avoir 52 ans, je suis toujours à la page. Je vois ça, et tu vas bientôt finir sur TikTok? Et pourquoi pas? Bon, allez, explique-moi un peu, c'est quoi un mème? Ben en fait, bon, c'est une image, une vidéo virale avec un peu de texte. C'est quelque chose de marrant, c'est des sortes de blagues quoi. Et comment tu fais alors pour faire ça? Ben pour créer un mème, tu trouves un bon template, une bonne image et après t'ajoutes le texte. Tu peux faire des retouches aussi avec Photoshop, trafiquer un peu l'image. Et hop, après tu postes ça sur Facebook, Snapchat, Insta, et voilà. Et c'est quoi le but? Mais rien, c'est pour rigoler, quoi. Ah ok. Bah, après, le but, c'est quand même d'avoir des réacs, des gens qui likent ton post et tout ça, quoi. Bah, le mieux, c'est quand t'arrives à faire un 3/4. Un 3/4? Ouais, c'est quand t'as plus de 1000 réactions sur un seul post. Ah, et ça arrive souvent? Bah, ça dépend de la page où tu postes. Moi, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Regarde celui-là, par exemple, il a plus de 1500 likes. Ah, mais c'est ça que tu appelles un mème? Moi, j'appelle ça un photomontage, tout simplement. Vous les jeunes, vous croyez que vous avez inventé l'eau chaude, mais en fait, vous faites des choses qui existent depuis longtemps. Ok, boomer. Comment? Attention, ça je sais très bien ce que ça veut dire. Je te conseille de me parler sur un autre ton, jeune homme. Je suis ta mère quand même. Ouais, ça va, désolé. Et d'ailleurs, c'est bien joli de faire des mèmes, mais je te rappelle que le bac approche à grands pas. Ça va, j'ai encore le temps. Oui, c'est ce qu'on dit. En attendant, je te vois pas beaucoup réviser. Je vais pas te répéter ce qu'on t'a déjà dit avec ton père. Pas de mention, pas de voiture. Et il est hors de question qu'on te finance une prépa hors de prix pour que tu passes ton temps à te tourner les pouces. Mais t'inquiète, maman, t'auras rien besoin de me payer du tout. Je vais être pris en prépa, les doigts dans le nez. Et puis avec la moyenne que j'ai eue cette année, le bac, ça va être une formalité. Oui, bah justement, avec tes facilités, c'est vraiment dommage que tu ne fasses pas plus d'efforts. À force de te reposer sur tes lauriers, un jour, tu auras une mauvaise surprise. Ouais, c'est ça, on verra. J'espère me tromper, hein. Ouais, bon allez, il faut que je finisse ça. Après, je dois aller chez Marco. Tu sors encore ce soir? Maman, on est vendredi, c'est le week-end. Bon, bah rentre pas trop tard quand même. Oui, maman, bien sûr, maman. Allô, François? Ouais, salut Jeanne. J'ai vu que tu m'avais appelé. Ouais, c'est la grosse merde. J'ai encore paumé ma carte bleue. Non, c'est pas vrai. Ouais. Encore? C'est la combien? La 4e? La 5e fois? La 7e. Oh là là, et je parie que t'avais encore bu comme un trou. Ouais, on peut rien te cacher. C'était la nif de mon cousin. Il fêtait ses 30 ans, alors forcément, on n'y est pas allé de main morte. T'exagères quand même. Et t'as fait opposition? Ouais, bien sûr. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai appelé la banque tout de suite.
Je connais la procédure maintenant. Tu m'étonnes. N'empêche que ta banquière, elle va péter les plombs. Ouais, déjà, la dernière fois, elle m'a passé un sacré savon. Ça, plus les découverts à répétition, je lui en fais voir de toutes les couleurs. Elle va finir par me dire d'aller voir ailleurs. Allez, hausse, du balai. Ouais, après, tant que tu payes ta nouvelle carte, c'est pas son problème, hein. Ouais, mais quand même. Enfin, le truc qui craint le plus, c'est si quelqu'un a vidé mon compte entre-temps. Tu t'en es rendu compte à quelle heure? Bah, à mon réveil, quoi, vers midi. Aïe, 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 t'abuses. Ouais. Et tu as pas pu vérifier ton compte? Bah non, la banque est fermée. C'est des feignasses. Le samedi, ils bossent que le matin. Et t'as pas une appli de ta banque sur ton téléphone? Bah si, mais il y a toujours un décalage entre le moment où tu retires de l'argent et le moment où ils enregistrent ça sur ton compte. Ouais, c'est vrai. Eh bien, t'as plus qu'à prier alors. Ouais, exactement. Ce qui me rassure, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent sur mon compte. En plus, avec tout ce que j'ai dépensé hier, j'ai rincé tout le monde. J'étais chaud comme la braise. Oh là là, t'es incorrigible. Ça va finir par te perdre un jour. Parle pas de malheur. En tout cas, moi, je sais pas comment je vais faire. La banque ouvre pas avant mardi et j'ai presque plus un rond. Il doit me rester un billet de 10 et c'est tout. Ah, tu as vraiment le chic pour te mettre dans des situations à la con. Tu veux que je te dépanne un peu? Ouais, ce serait vraiment cool. T'as besoin de combien? Je sais pas, mon frigo est vide en plus. Au moins 50 ou 100 balles si tu pouvais. Oh là, c'est la fin du mois en plus. Je suis un peu ric-rac, moi. Ouais, je m'en doute bien, mais bon. Écoute, passe à la maison ce soir, on bouffera ensemble. Ça te fera toujours un repas de moins à préparer. Pour les 100 balles, on va voir. Merci, c'est vraiment gentil. T'inquiète, jusqu'à mardi, on va bien réussir à s'arranger. Merci ma Jeanne, c'est vraiment cool. T'es une vraie pote, Ouais, toi. allez, à ce soir. À toutes, ciao. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Dans notre émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Bistro. Jean-Marc Bistro, vous êtes docteur en histoire et auteur d'un essai intitulé « Les cafés en France ». Un petit ouvrage absolument savoureux que j'ai personnellement dégusté avec un grand plaisir. Merci. Alors Jean-Marc Bistro, dites-nous tout. À quand remontent les premiers cafés en France? Alors, les premiers établissements qui portent ce nom ouvrent leurs portes en France au XVIIe siècle. Ils suivent de peu l'arrivée dans notre pays d'une nouvelle boisson, le café, tout droit venu de Constantinople. Oui, parce que le café, le lieu, est évidemment lié au café, la boisson. Tout à fait, parce qu'il existait bien entendu, avant le XVIIe siècle, des endroits où les gens se rencontraient pour discuter et pour boire. Des débits de boissons comme les fameuses tavernes au Moyen-Âge. Mais le café, en tant que tel, acquiert assez rapidement une aura particulière, un rôle bien à part dans la société. Vous écrivez dans votre livre que sans les cafés, il n'y aurait pas eu la Révolution française. Exactement. Au XVIIIe siècle, le café constitue un lieu de sociabilité important, où circulent les idées nouvelles, où la pensée des Lumières se diffuse. On y parle de politique, de philosophie, de religion, d'art, et on y échange des idées, on évoque l'actualité. On assiste surtout à une sorte de démocratisation de la parole, car les cafés ne sont pas seulement fréquentés par les riches bourgeois ou les gentilshommes, mais on y trouve aussi des gens du peuple, des petits travailleurs, des indigents. D'ailleurs, au XIXe siècle, Balzac écrit que le comptoir d'un café est le parlement d'un peuple. Tout à fait, cela montre bien la dimension politique des cafés en France. Et qu'est-ce qu'on boit à cette époque dans les cafés? Seulement du café? Ah non, pas du tout. C'est un peu comme aujourd'hui. On peut y boire tout et n'importe quoi. Enfin, surtout n'importe quoi, je dirais. On a le témoignage de Louis-Sébastien Mercier, un écrivain du XVIIIe siècle, qui nous explique, je cite, « En général, le café qu'on y prend est mauvais et trop brûlé, la limonade dangereuse, les liqueurs malsaines et à l'esprit de vin. Mais le bon Parisien, qui s'arrête aux apparences, boit tout, dévore tout, avale tout. » Ah oui, en effet, ça ne fait pas trop envie. Non, ce côté-là, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'était mieux avant. Alors justement, ce que j'ai apprécié dans votre ouvrage, c'est que vous ne vous contentez pas de sonder le passé, de faire l'historique des bistrots en France. Vous tournez aussi votre regard vers le présent, vers aujourd'hui, même si ce que vous nous en dites n'est pas très réjouissant. Oui, c'est vrai, malheureusement, l'évolution récente des cafés est assez inquiétante. Vous nous expliquez qu'il y avait environ 200 000 cafés dans les années 60 et qu'il n'y en a plus que 30 000 environ aujourd'hui. Comment expliquer cette chute vertigineuse? Alors il y a de multiples facteurs, comme toujours, la société, les mœurs évoluent, c'est normal. Enfin, pour expliquer cette baisse, on peut mettre en avant les effets des campagnes de prévention routière, à partir des années 80, avec un discours anti-alcool beaucoup plus fort qu'avant, qui fait que les gens sont beaucoup plus prudents et préfèrent boire chez eux. Il y a aussi eu la rénovation urbaine, dans les villes,
qui a entraîné la fermeture de milliers de cafés, ou la désertification des campagnes, l'exode rural qui a poussé de nombreux cafetiers de villages à mettre la clé sous la porte. Vous évoquez aussi l'interdiction de fumer dans les lieux publics en 2008. Oui, évidemment. Et plus récemment encore, il y a eu la crise Covid, dont on mesure encore mal l'impact, mais qui a forcément provoqué la faillite de certains bistrots. Alors, vous parlez de bistrot, justement pour finir sur une note plus positive. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur la richesse lexicale que vous évoquez dans votre livre? Oui, alors je me suis amusé à recenser les termes qu'on utilisait pour parler de ces établissements, et j'en ai trouvé plus d'une dizaine. Donc le café et le bistrot évidemment, mais aussi le troquet, le bar, le rad, la gargote, le bougna, la taverne, le cabaret, l'assommoir. Alors beaucoup de ces mots ont vieilli et sont sortis de l'usage bien sûr, mais ils témoignent je crois de l'importance que le café a eu et a encore dans notre histoire, de ses différents visages, de ses différents avatars. Très bien. Dernière question, un peu plus personnelle. Jean-Marc Bistrot. Votre nom de famille n'est pas trop dur à porter? Non, ça va. Quand j'étais petit, on me faisait beaucoup de blagues à ce sujet, mais aujourd'hui, je me suis dit que c'était un patronyme prédestiné. Merci Jean-Marc Bistrot d'avoir été notre invité. Merci à vous. Bonjour madame, je peux vous aider? Oui, bonjour monsieur, je cherche une voiture. Oui madame, vous êtes au bon endroit. Quel type de véhicule il vous faut? Une berline à break, un SUV? Vous avez un modèle précis en tête peut-être? Oh là là, non, pour être franche avec vous, j'y connais pas grand-chose en voiture. Je comprends, pas de souci madame. Je suis là pour vous aider. C'est pour quel usage plutôt? De la ville, de l'autoroute? En fait, un peu de tout. J'en ai besoin pour aller au boulot, mais aussi pour des trajets plus longs, pour aller en vacances avec mes enfants par exemple. Ah ok, donc une voiture familiale plutôt. Oui, voilà. Je viens de divorcer et c'est mon ancien mari qui a gardé notre grosse voiture. Moi j'ai une petite Twingo, une 3 portes, mais avec les enfants c'est pas très pratique. Ils sont un peu à l'étroit. Ah je comprends, vous avez combien d'enfants? 2, mais ils poussent très vite, vous savez. L'aîné a 14 ans et le cadet 12. Ils ont déjà de grandes jambes à cet âge-là. Ah je comprends madame, je comprends. Alors écoutez, la 5008 que vous voyez là-bas, c'est le confort assuré. À l'arrière comme à l'avant, c'est la reine des familiales. C'est laquelle, la bleue là? Non, c'est celle en gris métallisé juste derrière. Ah oui, elle est très jolie en effet. Elle est à combien? À 36 861 € avec la garantie constructeur. Oula, alors là non, on s'est pas bien compris, pas du tout. Il me faut quelque chose de beaucoup plus modeste au niveau du prix. Je roule pas sur l'or malheureusement. Ah ok, je comprends. Quel est votre budget alors? J'avais pensé à 5 000 €, 6 000 grands maximum. Ah ok, donc à ce prix-là, ce sera forcément un véhicule d'occasion. Ah oui, bien sûr, je peux pas me permettre d'acheter du neuf. Bon, alors écoutez-moi, vous avez de la chance. J'ai justement une belle 308 qui est arrivée ce matin même, et qui pourrait à mon avis faire votre bonheur. Suivez-moi, je vais vous la montrer. Voilà, regardez, 5 995 €. Garantie 6 mois, c'est vraiment une affaire. Moteur HDI, 92 chevaux moteur, 5 chevaux fiscaux, et en plus les pneus sont neufs. Et la courroie de distribution vient d'être changée. Ah oui, elle est pas mal, mais elle est pas un peu, un peu allongée? Mais c'est normal, c'est la version SW, c'est un break. Avec ça, je peux vous assurer que vous aurez de la place pour emmener vos enfants où vous voulez. Le coffre est extrêmement spacieux et les sièges très confortables. Oui, mais ça doit pas être très pratique pour les créneaux, non? Ah mais si, au contraire, on se garde comme dans du beurre avec cette tétine-là. Il y a un système d'aide au stationnement avec des capteurs qui vous préviennent quand vous êtes trop près du trottoir ou d'une autre voiture. Ah ok, c'est le truc qui fait bip bip, c'est ça? Exactement. Et puis de toute façon, c'est comme pour chaque voiture. Une fois que vous avez vos points de repère, vous pouvez vous garer les yeux fermés. Si vous le dites. Bon, et c'est quoi au niveau du carburant? Une essence ou une diesel? Diesel, un moteur extrêmement économique. 5 litres au 100 à peine. Avec ça, vous n'aurez pas besoin d'aller à la pompe trop souvent. Ah, c'est bien ça, c'est très bien. Et elle est pas trop vieille? Non, elle est de 2011 et elle a même pas 190 000 km au compteur. Une vraie affaire, je vous dis. Ah, mais ça fait quand même beaucoup ça, non? Mais non, vous savez aujourd'hui, vous pouvez en faire facilement le double, sans problème.
Les moteurs sont beaucoup plus solides qu'avant. Cette voiture, je vous le garantis, a encore de belles années devant elle. Vous voulez l'essayer peut-être? Je sais pas trop, est-ce que j'ai le droit? Mais bien sûr, madame. C'est que j'ai jamais conduit une grosse voiture comme ça, moi. Si jamais j'ai un accident... Mais non, vous inquiétez pas. De toute façon, elle est assurée. Et puis je vous accompagne, bien sûr. Ok, ben pourquoi pas alors, allons-y. Alors vous voyez, elle est agréable à conduire, n'est-ce pas? Oui, ça va, je pensais que ce serait plus compliqué. Mais elle est nerveuse quand même, elle va vite. Ah ben ça va vous changer de votre Twingo, c'est sûr. Elle en a sous le capot, celle-là. Un effet, oui. Attention, madame, le feu rouge. Ah mince, désolé, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave, il y avait personne. Mais n'hésitez pas à vous servir des freins, hein. Les disques sont neufs. Ils ont été changés lors du dernier contrôle technique. Ah ok, et l'autoradio, il ne marche pas? Ah non, mais si vous voulez, on peut vous en installer un. Faudra juste payer un petit supplément. Ah bah oui, parce que sans musique, ça risque d'être un peu monotone. Et le clignotant, c'est normal qu'il fasse pas de bruit quand je tourne à droite? Non, mais ça c'est rien. Ça va être un petit problème d'électronique. Un bon mécano vous réparera ça en moins de 2. Ah, bon ben écoutez, je pense que je vais la prendre. Il y a juste cette histoire de créneau qui m'inquiète un peu. Eh bien, allez-y, essayez, vous allez voir. Regardez, il y a justement une place qui se libère ici. Bon, allez, soyons fous alors. Voilà, tournez bien le volant. Braquez à fond. Braquez, je vous dis! Ah bah, c'est malin! Ah ben, désolé, je vous avais prévenu, hein. Faut dire que c'est pas une voiture, c'est un paquebot. Bon, je crois que je vais prendre un autre modèle du coup. Chez un autre concessionnaire, oui.